du Bureau des affaires publiques de la communauté Baha'i du Canada et de la communauté Baha'i internationale aussi. Nous sommes heureuses de vous accueillir ici à cet espace de discussion. If you wish to listen to this event in English, you can follow a live interpretation provided through the event registration link. So you will click through to the Zoom and click on the English channel to hear it in English. And if you need headphones, please raise your hand and you can request a pair from the front desk or from actually one of the volunteers walking. Yeah, sometimes when you join, there's some feedback. If you don't have the link, we have some of these posters here on the table that have a QR code. So you should be able to click through to the event that way as well. Je m'appelle Andrea Salguero. Je suis la directrice des affaires publiques du Bureau des affaires publiques de la communauté Baha'i du Canada. Et je co-faciliterai la discussion de ce panel aujourd'hui aux côtés de ma collègue Rebecca Vachon. Et nous avons jugé qu'il était important de mettre en lumière le français au sein de la Commission sur la condition de la femme afin de promouvoir une diversité d'expériences linguistiques dans nos espaces de discussion et sur l'égalité des genres. And while the discussion today will be in French, you should feel free to contribute to the discussion in the language of your choice. Nous souhaitons débuter en reconnaissant que cet événement se déroule sur les terres traditionnelles non cédées des peuples Lenape. Manhattan est un mot Lenape qui signifie endroit vallonné. Et cette région était autrefois une île boisée entourée d'eau peuplée d'une grande biodiversité. Aujourd'hui, au milieu des gratte-ciels, nous honorons le peuple Lenape, sa culture, ses enseignements et ses terres. Nous voulons également remercier le gouvernement du Canada qui coparraine cet événement. Nous sommes heureuses d'accueillir aujourd'hui des représentantes des ministères des Femmes et de l'égalité des genres du Canada. Merci d'être venus. Et aussi, on attend plus tard un représentant de la mission permanente du Canada auprès de l'ONU aussi. Nous vous remercions pour votre soutien. Donc, je vais ouvrir mon micro, ça va aider. Depuis le début de la commission, on entend partout que ce n'est pas une année de célébration, due au pushback et au backlash très préoccupants qui érodent nos acquis pour l'égalité des genres, et ce, dans plusieurs domaines. Alors, plutôt que de célébrer cette année qui marque les 30 ans de la signature de la Déclaration de Beijing, peut-être que nous pouvons considérer cette année comme un moment de réflexion pour apprendre des efforts entrepris au cours des 3 dernières décennies en matière d'égalité des genres afin de guider nos efforts futurs pour assurer des changements significatifs et durables. Ce panel est nommé Espaces sociaux transformateurs et il examinera comment des espaces clés de la société canadienne, que ce soit le foyer, les écoles, les quartiers, les lieux de travail et les institutions au national et à l'international, ont évolué au cours des 3 dernières décennies en faveur de l'égalité des genres. On a utilisé intentionnellement le mot transformation parce que on cherche à identifier les caractéristiques, les modes de pensée, les attitudes et les processus qui assurent la pérennité des avancées pour l'égalité des genres. Donc, nos panélistes aujourd'hui vont examiner les conditions et les processus qui ont permis une transformation durable en faveur de l'égalité des genres dans différents espaces, ainsi que les défis et les obstacles qui perdurent toujours dans ces espaces-là. Chaque panéliste va offrir un partage de 6 à 8 minutes et ça va être suivi, si le temps le permet, d'une discussion avec l'ensemble des gens qui sont présents ici. Donc, vous allez pouvoir demander des questions aux panélistes ou vous allez aussi pouvoir offrir des réflexions après les partages de nos panélistes. Donc, sans plus tarder, je vais introduire notre première panéliste. Mais Andrea, je veux juste m'assurer qu'on y va avec Esther en premier.
On pourrait. Oui, parce que comme la sénatrice n'est pas là, on doit juste réajuster. Parfait. Donc, Esther, est-ce que tu es avec nous sur Zoom? Oui, je suis là avec vous. Super. Donc, on va présenter une petite biographie, puis après ça, on va t'inviter à partager. Esther Maloney est une écrivaine, réalisatrice, artiste et éducatrice multidisciplinaire établie à Toronto. Elle travaille actuellement à l'Office national du film du Canada en tant que responsable de la planification et de la programmation en éducation. Elle est la fondatrice et directrice de Illumin Media, une initiative communautaire d'habilitation empowerment des jeunes de Toronto à travers la co-création et la coproduction des courts-métrages. Esther est également membre fondatrice de Creative Sovereignty Lab, une initiative de mentorat créée pour offrir un soutien aux cinéastes autochtones. Esther a conçu et enseigné des cours liés aux communications, aux arts créatifs et numériques à George Brown College, Humber College et à l'Université de Toronto. Donc, merci d'être parmi nous. Merci, Andrea. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui en réfléchissant à cette année qui marque le 30e anniversaire de la Commission sur la condition de la femme à l'ONU. Je pense vraiment à la nature intergénérationnelle des efforts qui font progresser l'égalité des genres au Canada. Alors, je pense à ma mère et à ma grand-mère, des Canadiennes françaises qui sont fortes et courageuses, qui ont élevé leur famille tout en poursuivant leur carrière et en se dévouant dans des activités de bénévolat au sein de leur communauté. Quand j'étais enfant, mes parents m'ont dit que chaque génération s'améliore par rapport à la précédente. Ils m'ont partagé comment ils avaient identifié les préjugés de leurs propres parents et les efforts qu'ils mettaient en œuvre pour déraciner ces fausses croyances dans leur propre vie. Alors, je me demandais alors comment je poursuivrais ce travail à mon tour dans ma vie. Ce travail d'examiner mes propres pensées et de me demander comment elles peuvent s'aligner plus adéquatement avec mes valeurs. Ce n'est que récemment, en devenant à mon tour mère et professionnelle, que j'ai commencé à considérer le foyer comme l'un des espaces importants où une transformation sociale s'opère. Je pense que cet exercice de réflexion sur nos idées préconçues et nos biais cognitifs nous aide à devenir des protagonistes actifs d'une transformation sociale, que ce soit en tant que partenaire de vie, en tant que professionnel et aussi en tant que parent. Quand on a appris à l'hôpital que je portais un petit garçon dans mon ventre, mon partenaire a dit, "Well, he's going to be a little terror." On a ri nerveusement. Et j'ai répondu, "Don't say that. Dis pas ça." Et dès ce moment-là, on a pris conscience qu'on avait des préconceptions genrées et on continue depuis à s'interroger sur les conceptions historiques de ce qui est féminin ou masculin et sur les limitations d'une telle vision. On cherche à créer un environnement où notre enfant peut exprimer sainement à la fois des énergies dites masculines ou féminines pour être libre de courir, de construire, de dessiner, de partager ses jouets avec les plus jeunes de notre immeuble, d'aider son père à passer la mop et à réciter ses prières le soir. L'un des environnements qui nous pose le plus de défis est celui de créer un espace sécuritaire pour accueillir ses émotions, tout en l'habilitant à savoir que c'est lui qui choisit et c'est lui qui est responsable pour ses pensées et ses actions. Peut-être parce que c'était aussi un défi pour nos générations précédentes, potentiellement dû à l'héritage des valeurs patriarcales persistantes. Mon mari et moi avons grandi dans des familles où il y avait peu d'espace ou de tolérance pour les émotions. Et à un niveau presque inconscient, nous aussi, nous voulons simplement que les émotions tumultueuses ou plus difficiles de notre fils disparaissent. Mais plus nous prenons conscience des valeurs patriarcales imbriquées dans notre environnement,
plus nous réalisons l'importance de créer des espaces d'accueil et ces moments de connexion. Il y a eu une période où, en allant chercher mon fils à l'école, je devais signer régulièrement des rapports d'incidents. Il avait poussé quelqu'un, frappé quelqu'un, il avait marché dans une crotte de chien, comme whatever. Et chaque fois, je remarquais mes pensées. No son of mine. Je voulais le renier. Et la peur d'être jugée comme parent, toutes ces pensées-là. Et là, quand je plonge dans les yeux de mon fils, qui écoute tous ces mots à propos de lui, comment on parle de lui, c'est là où se trouve la vérité. Ma mission en tant que mère est de creuser pour trouver des larmes qui se cachent derrière sa rage, de l'aider à se sentir à l'aise avec son monde intérieur, ce qui nourrit ultimement son empathie et son souci des autres. Notre environnement, nos communautés ont aussi un impact énorme sur le type d'égalité des genres que nous pouvons concevoir et voir naître. Une communauté peut renforcer des normes et des stéréotypes nuisibles. Une maman à l'école de mon fils l'appelait affectueusement The Little Troublemaker, chaque fois que je la voyais. Elle m'a fallu 2 ans pour trouver le courage pour lui demander de lui donner un autre surnom. Elle m'a répondu, mais il a l'air malicieux. Ah, les garçons! En serrant sa fille contre elle et en désignant le groupe d'enfants Boys will be boys. On ne change pas les garçons. Alors qu'en réalité, les garçons sont modelés par leur environnement et deviennent ce que leur environnement attend d'eux. Mais la communauté peut aussi être un espace de renforcement de qualités et d'attitudes favorisant l'égalité des genres, que les enfants développent au sein de leur famille. Nous avons la chance d'avoir rencontré des familles d'origines diverses et je considère maintenant que nous formons une communauté vibrante, engagée à faire ressortir le meilleur de cette nouvelle génération, non seulement sur le plan matériel, mais aussi à travers le développement de ces précieuses qualités spirituelles que sont la gentillesse, l'amour, la justice, la générosité et la confiance. Nous ne sommes entre parents, pas en performance les uns pour les autres dans notre rôle de parents. Au contraire, il y a une véritable entraide, un soutien mutuel. Nous nous occupons des enfants les uns et les autres pour s'offrir pour un après-midi l'espace qui nous est nécessaire pour se ressourcer. Nous délibérons ensemble des défis de nos enfants et nous nous entraidons à voir les signes de croissance que nous avons observés en eux. Et à travers les hauts et les bas de vie, nous nous questionnons encore et toujours sur nos pensées et nos biais afin de mieux aligner nos cœurs vers de plus hauts degrés d'unité. Apprendre sur les traditions et les enseignements des peuples autochtones de cette terre m'aide aussi à déconstruire plus profondément mes propres biais et préconceptions. J'ai réalisé que ce que je pensais être des vérités immuables ne sont en réalité que des normes culturelles occidentales, similaires à, excuse-moi, je pense qu'il y a un petit écho, similaire similaire à l'idée Boys will be boys. Alors, en tant qu'écrivaine et cinéaste, j'ai étudié les structures narratives pendant des années. L'un des éléments narratifs profondément ancrés dans la pensée occidentale est l'idée de la dualité, et que cette idée de la dualité implique toujours une lutte de pouvoir et une compétition. Pourtant, les Haudenosaunee voient plutôt la dualité comme un équilibre et une complémentarité, et que lorsque la dualité devient un point d'unité, c'est là que se trouve la véritable essence de la vie. Sans jamais nier les injustices massives qui persistent dans tous les secteurs, nous nous ancrons résolument dans la guérison et la croissance intergénérationnelle, et ce, à un niveau micro, dans nos pensées, dans nos foyers et au sein de nos communautés. Merci et j'ai hâte de poursuivre la discussion avec vous.
Merci beaucoup, Esther. Maintenant, on va aller au niveau international avec Émilie. Émilie Galland-Jarret est responsable des politiques, du plaidoyer et des relations gouvernementales à Aide à l'enfance, Save the Children, Canada, basée à Ottawa. Auparavant, elle a occupé des fonctions politiques et de partenariat au sein de l'Union européenne, d'ONG et de réseaux à but non lucratif, en particulier dans les domaines de l'égalité des genres, de la violence fondée sur le genre et du soutien à la société civile. Elle est titulaire d'une licence en littérature anglaise de l'Université de Bristol et d'une maîtrise en droit spécialisée en droits humains de la School of Oriental and African Studies, Université de Londres au Royaume-Uni. Émilie, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, la portée de mon propos est assez différente de celle de l'intervenante précédente, puisque je travaille du coup pour une organisation qui agit plutôt à l'international. Et donc, voilà, je voulais commencer tout d'abord par parler du fait que l'égalité de genre est en fait une valeur canadienne importante et c'est traduit justement dans l'action du Canada à l'étranger. Et tout cela a commencé avec un focus sur les femmes et la coopération au développement déjà en 1976 et qui a continué sur du coup plusieurs décennies jusqu'à aujourd'hui. Je travaille donc pour Aide à l'enfance, qui est une organisation mondiale qui met l'accent sur les enfants et qui opère dans plus de 100 pays. On contribue à la santé, à l'éducation et à la protection des enfants depuis plus de 100 ans et on est partenaire du gouvernement canadien depuis plus de 30 ans. Nous avons également un programme national au sein du Canada qui agit sur la réconciliation avec des partenaires autochtones. Alors voilà, pourquoi l'égalité de genre est un sujet important dans la coopération au développement et dans l'action du Canada au niveau international? Eh bien, c'est parce que les inégalités de genre sont un frein au développement durable. Prioriser l'égalité de genre nous permet non seulement de ne pas nuire à l'enfant, mais aussi de pleinement réaliser les droits des enfants, ceux qui sont reconnus dans les conventions internationales comme la Convention sur les droits des enfants. Aborder la question de l'égalité de genre à l'enfance est en fait une manière très efficace et durable d'aborder cette question, puisque c'est un âge formateur où ils internalisent les valeurs, les normes et les comportements du monde qui les entoure. Et l'intervenante précédente en a parlé plus longuement. Et les inégalités commencent à se manifester du coup très jeunes et les écarts se creusent et se renforcent au cours de la vie. Et donc c'est pour ça que nous pensons que c'est très important de commencer à travailler sur cette question dès les plus jeunes âges. Une approche visant à transformer les relations de genre est cruciale pour s'attaquer à la source des inégalités et assurer des résultats de grande portée. Donc, des résultats dans toutes sortes de programmes qui auront un impact plus grand puisqu'on a pu approcher la question à la source. Une étude d'Equal Measures 2030 montre en fait que 73% des cibles des objectifs de développement durable dépendent directement ou significativement de l'égalité de genre. Et donc le Canada devrait continuer à être un leader dans ce domaine. Nous, en tant qu'organisation, Save the Children Canada, on a commencé par ce qui s'appelle le gender mainstreaming, par l'intégration plus systématique d'une approche de genre dans toutes les étapes de la programmation, de la conception à la mise en œuvre et à l'évaluation. Mais avec le lancement de la politique d'aide internationale féministe du Canada, on a pu accélérer notre propre cheminement. Et donc, avec cette politique, on a vu des financements pour des sujets comme les droits sexuels et reproductifs, et puis un appui pu pousser aux mouvements locaux et aux organisations féminines. Mais on a aussi vu un financement qui nous a permis de recruter un personnel plus expérimenté et des experts vraiment spécifiquement sur l'égalité de genre, et de pouvoir, par exemple, faire des évaluations sur ce sujet beaucoup plus poussées.
Et donc, on est passé avec cette politique du gender mainstreaming, donc de cette intégration plus systématique, à ce qu'on appelle en anglais un gender transformative approach, donc une approche qui vise à transformer les relations de genre et également à commencer à faire du plaidoyer sur cette question. Donc, l'intégration de cette perspective de genre non seulement dans nos programmes, mais aussi dans notre plaidoyer. Et je voudrais donner, pour parler de cette approche transformatrice, donner un exemple très concret d'un projet que nous avons mis en œuvre en Somalie avec le soutien financier de Affaires mondiales Canada. Ce programme vise à lutter contre les normes sociales nocives qui contribuent au mariage précoce et aux mutilations génitales féminines et à contribuer à l'autonomisation économique des femmes. Et ce qu'on a vu au cours des 3 ans de la mise en œuvre de ce projet, c'est qu'on a vu le soutien pour l'égalité dans les communautés où on travaillait augmenter de 10 à 20%. Et on a vu aussi des attitudes moins favorables au mariage précoce, donc une diminution de 20% du soutien au mariage précoce. On a aussi vu des changements dans le pouvoir décisionnel des femmes et surtout des jeunes femmes et des filles. C'est-à-dire qu'elles ont pu prendre des décisions par rapport à la question du mariage, si elles souhaitaient ou non se marier, mais également lorsqu'elles étaient déjà mariées, avoir un pouvoir décisionnel dans le ménage. Par contre, malgré tous nos efforts et tout ce travail que nous faisons depuis plusieurs années, nous voyons effectivement, comme Rebecca l'a dit pendant l'introduction, des obstacles. Nous faisons face à des obstacles et à ce qu'on appelle un backlash. Donc cette contestation de l'égalité de genre. Et nous, en tant qu'organisation qui travaille spécifiquement sur les droits des enfants, on voit une instrumentalisation des droits des enfants pour contester l'égalité de genre. Donc on voit que la question des enfants et la protection des enfants est en fait manipulée pour fabriquer une sorte de panique morale et amplifier la portée et la popularité de messages anti-genre. Et ces mouvements qui poussent ces messages, on devient avec des forces autocratiques et antidémocratiques, et c'est vraiment une manipulation du langage des droits humains et aussi le développement d'un concept assez vague de l'idéologie de genre, qui pousse en fait une conception assez restrictive de la société et des relations de genre dans la société. Et on sait que ce backlash est également très bien financé avec des tactiques très variées et une très bonne communication. Et donc, nous pensons que c'est très important pour également les acteurs qui travaillent dans d'autres domaines, dont nous-mêmes qui travaillons spécifiquement sur les droits des enfants, de mettre en lumière cette manipulation de la question de la protection des enfants et du langage des droits humains pour contrer cette contestation qui est assez inquiétante, on va dire. Je voudrais en finir là et j'ai hâte de pouvoir débattre et en apprendre plus des autres intervenants et des participants dans la salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment intéressant de voir tout le travail qui se fait au niveau du foyer et au niveau à l'international pour les enfants, pour transformer les manières de penser, les manières les manières de voir le monde, puis d'agir dans le monde. Euh, Maintenant, on va introduire notre troisième panéliste. C'est professeur Bilki Visandji. Visandji. Elle est en ligne. Est-ce Je suis que, là. professeur Bilki, Oui, Oui, j'étais en train d'essayer de trouver le bouton pour activer ma caméra. Bonjour. bonjour. Donc, juste avant de vous laisser commencer à partager, je vais juste donner une courte biographie euh, pour que les gens puissent situer votre travail. Donc, professeur Bilki Visandji est professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières et chercheuse au Centre de recherche en santé publique de l'Université de Montréal.
Elle est membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé, au sein de laquelle elle participe au comité Inclusion, Diversité, Équité et Accessibilité. Ses recherches explorent les défis que pose la prestation de soins de qualité dans un contexte multiethnique, dans une perspective qui tient compte du genre, de l'appartenance ethnique, des expériences d'immigration et de l'équité. Parmi ses actions reliées aux questions sur le sexe, le genre et la migration, elle a contribué à l'élaboration et l'implantation de programmes destinés aux nouveaux arrivants au Canada. Elle est aussi présidente du comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux aux personnes issues des communautés ethnoculturelles du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Reconnue internationalement, elle a été nommée en 2020 sur la liste des femmes canadiennes en santé mondiale par l'organisation Femmes en santé mondiale Canada. Professeur, on vous donne la parole. Euh, Professeur, on ne vous entend pas. Votre micro est fermé. Voilà, j'ai essayé de trouver, parce que j'ai fait un partage d'écran, donc je n'étais pas sûre où était passé le bouton, sur quel écran il était. Est-ce que Oui, vous c'est ça. voyez mon écran? Oui, tout à fait. Très bien, je vais le mettre Merci. en mode de partage et m'assurer que vous le voyez bien. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, tout est beau. Allez-y, on voit. Parfait. Attendez, je pense que j'ai un petit problème, excusez-moi. Je veux être sûre de vous voir en même temps pour... Alors, si vous voyez ma présentation, c'est tout bon. Moi, je ne me vois pas, ni vous non plus, mais ça devrait bien aller quand même. Oui, tout va bien. On vous voit et on Parfait. voit votre présentation. Parfait. Alors, Merci. merci beaucoup. Merci tout d'abord de la belle présentation. Merci également à la communauté Baya. Alors, évidemment, de m'avoir invitée. Je suis très respectueuse. Des enjeux en ce moment, puis de pouvoir participer à ces discussions, c'est très important et je crois qu'on est bien placé pour ensemble discuter. Beaucoup apprécier aussi les collègues qui viennent de présenter, notamment toutes les questions relatives à la sensibilisation et la prévention, notamment de l'excision, des différentes pratiques qui sont euh, marqués par des expériences de trauma. Notamment, je travaille beaucoup avec les communautés d'immigration et qui ont vécu ce type de trauma dans leur pays d'origine. On aura l'occasion d'en parler lors des discussions. Alors, j'ai tenté d'essayer de répondre à quelques-unes des questions que j'avais eu l'occasion de discuter avec Mme Salguera. D'abord, vous dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt pour participer à cette présentation et tous les documents ont été pris en libre accès. Alors, merci donc encore une fois de m'avoir invité pour cette occasion importante. Je serai en personne la semaine prochaine, le 18, 19, 20 mars, mais cette semaine, je donne plusieurs cours ici, donc je ne pouvais pas être présente. Je vous parle de Montréal, au Québec, au Canada. Donc, merci beaucoup. Évidemment, j'ai eu l'occasion de regarder les différents documents en préparation et j'aimerais vous parler un petit peu plus du contexte d'immigration. Et on sait qu'en chiffres, on a vu passer plusieurs fois ces chiffres-là depuis le début de la commission et de voir que nous avons encore tant à faire pour essayer d'arriver à ce qu'on pourrait appeler une forme d'équité, d'égalité. J'aimerais reconnaître le fait que je suis au Québec et donc de parler un petit peu des avancées. Malgré tout, quand on parle d'espaces sociaux de transformation,
et de nous rappeler que c'est pas si loin que cela, quand en avril 1940, l'Assemblée législative du Québec avait adopté par une large majorité la loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité, et donc qui permettait justement aux Québécoises de pouvoir être en mesure de parler depuis les campagnes d'un droit qui avait été perdu en 1849, après au fédéral depuis 1918. Plusieurs campagnes de 8 mars qui ont été faites, puis récemment avec la semaine de la Journée internationale du 8 mars, on en a beaucoup discuté ici. Et sachez aussi que ce n'est que vers les années 60 que les femmes des communautés autochtones ont eu le droit de voter au Québec. Donc nous sommes encore dans un contexte de contre-pouvoir vital, engagement citoyen, politique des femmes. On est encore dans cet espace et nous avons toutes besoin de qui nous sommes avec nos partenaires pour permettre à ce qu'il y ait un vrai rempart d'équité, de justice et d'espoir dans nos démocraties qui sont si vite fragilisées. Un petit salut aux collègues donc qui ont permis ces remparts, Marie-Claire Kirkland-Casgrain, qui est bien connue au Québec, et aussi May O'Connor Leahy, qui était une des premières femmes de l'histoire du Québec à se porter candidate à une élection provinciale et qui a permis justement de faire avancer le droit d'éligibilité et qui a d'ailleurs succédé à son conjoint. En ce qui concerne les statuts Professeur, documents, professeur, oui, professeur Visanger, je veux juste vous faire savoir qu'on est rendu environ à 5 minutes du parfait. partage. Donc, Oui, j'en ai juste, pour 5 minutes parfait. et j'aurai terminé. Super, merci. C'est parfait. Alors, juste rapidement pour vous montrer qu'il y a eu des documents qui ont été présentés ici pour démontrer le droit des femmes, l'égalité des femmes, par différents portraits des Québécoises, la violence, la situation familiale, ce que mes collègues tout à l'heure ont parlé, femmes et santé, femmes et économie, pouvoir et influence, qui nous donnent des raisons d'espérer en matière des droits des femmes. Et sachant que le Canada est un pays d'immigration, que nous avons un certain nombre de pourcentages de la population immigrante qui augmente, nous ne pouvons pas faire autrement que de regarder les enjeux d'accessibilité aux services. Je suis dans le domaine de la santé des services sociaux. On sait qu'il y a plusieurs déterminants qui affectent l'accès. C'est une préoccupation importante pour moi au niveau de nos 2 semaines de réflexion pour l'équité et l'égalité, c'est de continuer à travailler sur les déterminants pour permettre un meilleur accès aux services sociaux de santé. Nous avons encore des obstacles aujourd'hui en 2025, des barrières linguistiques et culturelles. Ça ne devrait pas être, que ce soit au niveau des pays du Nord, des pays du Sud. Nous avons des ressources internationales, locales, la précarité du statut d'immigration quand on parle des pays d'accueil, encore une forme de discrimination. L'approche que nous voulons adopter, et c'est mon message principal avant de terminer dans 1 minute, sécurité, confiance, choix et contrôle, collaboration et autonomisation, sensibilité interculturelle. Cela implique des espaces sociaux de transformation. L'avenir politique d'égalité ne peut pas faire autrement que d'intégrer des approches intersectionnelles, sensibles autrement. Ça fait écho à ma collègue qui vient de présenter son projet à l'étranger. Pareil ici au niveau des terres d'accueil en contexte d'immigration. Le financement est nécessaire, la coordination est nécessaire, des réformes de nos politiques d'immigration, des approches plus inclusives, des espaces sociaux, hein. J'aime beaucoup votre titre aujourd'hui, des leviers d'équité et de justice sociale. Ça fait déjà bien longtemps que j'ai publié avec des collègues pour tenir compte de la configuration à géométrie variable, de la pratique citoyenne en contexte d'immigration, des interventions qui soient sensibles à l'équité, respectueuse des différences, pour pouvoir permettre justement une expression personnalisée. Je veux dire merci à ma ville qui, le 8 mars, a dévoilé une carte virtuelle de notre métro
à Montréal avec toutes ces femmes, 73 femmes qui ont contribué justement à améliorer la condition de vie des femmes ici à Montréal, au Québec. Alors, merci encore. C'était rapide, mais nous avons des raisons d'espérer et pour ces avancées en matière du droit des femmes. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci, professeur, et merci d'introduire ce concept de trauma, qu'on peut penser aussi, réfléchir à des enjeux avec qui les femmes vivent tous les jours et comment répondre en tant que des institutions comme des hôpitaux. Donc, merci. Maintenant, je veux donner la parole à la sénatrice Marie-Lou McFadden. On est super contente de vous avoir parmi nous aujourd'hui. J'ai préparé une biographie. Je sais que vous n'aimez pas les biographies, mais parce qu'on est à 30 ans après le Beijing Platform, je pense que c'est important de souligner que vous avez fait des grandes démarches pour des femmes dans nos pays. Et je pense que ça donne un bon contexte pour comprendre votre remarque. Donc, je dirais très vitement que l'honorable Marie-Lou McFadden est une avocate, professeure et activiste pour les droits humains. Elle a été nommée en novembre 2016 comme sénatrice indépendante au Parlement du Canada pour le Manitoba. Et elle a été une des leaders de la conférence de 1981 du Comité spécial des femmes canadiennes sur la Constitution. Et elle a cofondé plusieurs organisations canadiennes, dont le Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes, le Comité d'action métropolitain contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Et elle a apporté un soutien bénévole important à des organisations de la société civile qui se concentrent sur la consolidation de la paix et sur les droits des femmes. Donc, merci beaucoup. Merci bien. Ça va avec le auditeur? Oui? Oui, c'est la prochaine un peu, je pense. Ouais. Et on l'a dit, we said it straight at the beginning of the presentation, but feel free to present your thoughts either in French or in English. Merci bien. Just because I don't know if you speak. I don't speak French well, but I would like to try to begin. Je vous remercie de m'avoir invité à prendre mes collègues panélistes. J'apprécie l'attention que nous portons aux espaces sociaux. Je suis ni architecte ni urbaniste, mais je vis avec des problèmes de mobilité et je suis perçue comme une femme âgée, donc, en d'autres termes, invisible. I want to focus on the agency that a human being needs in order to take advantage of transformative spaces. Because we can build, we can create the most ideal spaces in which people should be able to live in safety, in optimal health. But the truth is that if they do not have agency, if they do not have the capacity to essentially advocate for themselves, for what they need, the space helps tremendously, but it is what humans carry inside that really allows us to navigate wherever it is we have to be with whomever we need to be. And I'm therefore going to take my time, and I think it's just a few minutes, eh? No, Yeah. you have up to 7 minutes. Okay, So thank yeah. you. Thank you. I'd like to take my time to explore what I've learned over the years, that agency to live our fullest possible life
is very much affected by the spaces in which we live, the spaces that we have to navigate between. But I want to offer my thoughts that very often it is the traumatization that many people live with for many reasons that actually stops them from being able to use space in a transformative way. And so I want to acknowledge the millions and millions of people, but particularly children, who are not safe, even in what may seem to be ideal physical spaces. And that it is the services that connect to the spaces in which we live that actually make those spaces livable, and that actually make the capacity of human beings to actualize their best lives. It's the services. It's the people that are connected to them. It's the people who, either by way of job or by way of choice, are there to support and protect and respect, and to create spaces that are infused with the dignity of human beings. And that, of course, is one of the most important concepts in many of the multilateral treaties, conventions, high-level policies in the UN system. It is dignity, and it is the both the creation of opportunity, of which space is a big part, and it is also the creation of the ensuring of outcomes. Very often we're faced, and I think it's fair to say, particularly at this time, particularly in this country and the impact around the world, we are faced with what could be ideal circumstances or what could be improved physically to become ideal spaces. But the normative values that infuse the decision-making, that decide who gets what, who gets to go where, who's going to be welcome, who's going to be respected. It's those normative values, as invisible as they are, that actually impact how people are able, particularly children and young people, are able to make the best of the circumstances in which they live. And as a particular example, and I wish I could say it was an extreme example, but in truth, statistically, it is not. As an example, to talk about the sexual exploitation of primarily of children and women, not exclusively, but primarily. And of course, that can take place in the most perfect possible space. And so it is a tainting, it is a polluting, it is an undermining, and it very often is the crime of the possible when our children are not protected. And in looking at creating spaces that do that, I think that the accessibility of those spaces, the way in which knowledge is shared in those spaces, so that if something is happening to someone that is intuitively, deeply disturbing them, creating a sense of not being safe, that there needs to be knowledge embedded within the physical spaces as well. There need to be ways to reach out. There need to be ways to feel that there is the respect and the dignity, whatever age, whatever status that person may have, in order to use their agency, have their agency to be able to make that space, however perfect it may be physically, to truly make it safe and accessible. Thank you.
Merci infiniment. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment chacun des partages euh, adresse certains concepts similaires autour de l'agentivité, autour des normes sociales à défaire, des contextes sociaux qu'il faut transformer pour pouvoir avoir plus de sécurité dans lesquels on peut se libérer puis pouvoir vivre euh, dans toute notre dignité. Donc, pour terminer le panel, on va y aller avec notre dernière panéliste et ensuite, on va pouvoir ouvrir la discussion à l'ensemble des personnes qui sont ici présentes. Donc, je vais introduire notre dernière panéliste. C'est Libertad Benito Torres. Elle est une ardente défenseuse de la justice de genre et une personne conseillère en égalité de genre et droits humains dans les secteurs de la solidarité internationale et communautaire. Elle occupe actuellement le poste de personne conseillère principale en genre chez Equitas. Avant de rejoindre Equitas, elle a travaillé au Centre d'études et de coopération internationale ainsi qu'à l'Entraide universitaire mondiale du Canada en tant que personne conseillère régionale pour les Amériques en genre et en inclusion sociale. Libertad est diplômée en sciences politiques et en droit et détient une maîtrise en relations internationales et en études féministes de l'Université d'Ottawa. Elle est profondément engagée en faveur de l'égalité des genres et des droits humains. Merci Rebecca et je suis très contente d'être parmi vous. Merci beaucoup aux panélistes, c'était très riche. Donc, je travaille pour Equitas, qui est une organisation qui fait l'éducation aux droits humains. Donc, j'aimerais un peu mettre en contexte l'évolution de l'éducation aux droits humains. Donc, pour parler un peu des avancées en matière d'égalité des genres et de défense des droits des femmes. Donc, si on pense à l'éducation aux droits humains, au début, c'était un contenu très général qui parlait des droits humains en général et c'était plus des hommes qui faisaient les plaidoyers en matière de droits humains. Donc, progressivement, on a eu des instruments internationaux et spécifiques pour les droits des femmes, pour avancer l'égalité des genres. Et ça a eu un impact dans les contenus éducatifs et dans les plaidoyers en matière d'égalité des genres au sein de l'éducation aux droits humains. Et aussi, les femmes défenseuses des droits humains, les féministes, ont eu de plus en plus d'espace dans les systèmes des Nations unies, dans les mouvements des droits humains. Donc, quand même, on voit des avancées et ça s'est reflété aussi dans les contenus parce que les mouvements féministes, des droits des femmes, mais aussi d'autres mouvements comme les mouvements LGBTQI+, les mouvements antiracistes, on a pris aussi dans l'éducation des droits humains des approches et des outils aussi de ces mouvements, de ces théories féministes, queer, et on l'a intégré aussi dans l'éducation aux droits humains. Donc, on va avoir aussi dans l'éducation aux droits humains qu'on ne parle pas juste dans le cadre juridique, mais qu'on va utiliser l'approche genre transformateur, qu'on va utiliser aussi l'approche intersectionnelle pour aborder les violations aux droits des femmes et d'autres groupes marginalisés. Donc, on a enrichi l'éducation aux droits humains et aussi on voit une meilleure représentation des défenseurs des droits des femmes et des féministes dans toutes les diversités. Avant, c'était plus homogène où il n'y avait pas assez d'influence et d'espace dans l'éducation aux droits humains, dans les plaidoyers. Donc, je pense que ça, c'est important quand même. Je pense que dans ces moments, on essaie d'avoir une éducation aux droits humains qui vise la transformation sociale, qui veut travailler sur les rapports des pouvoirs, qui veut questionner des pratiques et des normes sociales. Donc, je pense qu'avant, on n'allait pas aussi loin que ça, mais il faut avoir ces approches qui sont transformateurs pour justement prévenir les violations aux droits humains des femmes dans toutes les diversités. Et juste pour être un peu dans des facteurs qui peuvent aider à maintenir et aussi à avancer l'égalité des genres. En pensant un peu au travail d'Equitas et aussi au mouvement des droits humains et dans l'éducation aux droits humains, on passait au soutien aux mouvements sociaux. Et c'est très important. Les mouvements des droits des femmes féministes, queer, antiracistes sont
au cœur des luttes pour avancer l'égalité des genres et les droits humains. Donc, il faut les soutenir. Donc, ça, c'est essentiel. Et c'est les mouvements sociaux des droits humains qui vont faire les plaidoyers auprès des personnes détentrices d'obligations pour changer des lois, des politiques ou créer de nouvelles lois et politiques. Et normalement, avec ces lois et politiques, on peut aussi faire du plaidoyer au sein de nos organisations ou de mouvements. Donc, je pense aussi, ma collègue Émilie l'a mentionné avec la politique d'aide internationale féministe, mais ça a été un outil de plaidoyer incroyable dans les secteurs de la solidarité internationale pour avoir des personnes conseillères en genre, pour avoir des budgets, pour soutenir les organisations féministes et des droits des femmes au Canada et au Sud. Donc, c'est très important, ces outils. Et aussi, je dirais, l'éducation aux droits humains. Mes collègues aussi ont parlé de l'éducation. C'est important de renforcer et qu'il y ait un accès toutes les personnes citoyennes au Canada à une éducation aux droits humains parce qu'en cultivant une culture des droits humains, y compris l'égalité des genres, la protection des droits des femmes et la promotion de toutes les valeurs des droits humains, on va avoir une société qui a des valeurs en commun et qui est capable, si, par exemple, dans les contextes actuels qu'on a mentionné, des mouvements anti-genre, d'un recul en matière d'égalité des genres, si on a une société où l'égalité des genres, les droits humains sont au cœur de nos valeurs comme Canadiens, comme société québécoise, c'est difficile que s'il y a une attaque, la société ne s'engage pas à défendre ça. Donc, pour moi, c'est essentiel l'éducation aux droits humains dans les écoles, mais aussi dans tous les milieux pour justement créer ces sensibilités et avoir des valeurs en commun et que ça soit partie du contrat social. Pour que si jamais on les vit maintenant, on l'attaque, que tout le monde, c'est pas une question idéologique ou que ça dépend de la province, mais vraiment c'est une question en valeur canadien, québécois, puis on va les défendre ensemble. Merci beaucoup. Merci. En fait, je dirais même que c'est une valeur qu'on espère qui va devenir humaine, qui va pouvoir être quelque chose qui va être partagé tout autour du monde. Donc, on a environ 30 minutes pour ouvrir la discussion autour de la table. Si vous avez des questions ou des partages à offrir, ce qu'on va faire, c'est on va vous passer l'un des micros. Donc, le plancher est à vous. Et pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires, puis on va pouvoir y répondre. Merci. Il faut juste peser sur le bouton. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Mariamina Koïta et je suis la présidente de FAOD Mali Espoir, le Forum des femmes actives pour les objectifs de développement durable et l'émergence. Et nous sommes vraiment contentes d'assister à ces panels et nous avons compris pas mal de choses. Nous sommes au Mali. Et ce forum a été créé lors de la 61e session de la Commission des Nations Unies sur le statut de la femme, ici à New York, au siège. Donc, nous avons collaboré avec d'autres organisations féminines, à savoir la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Et au retour dans notre pays respectif, nous avons créé le forum. Et à partir de ce moment, depuis 2017, nous sommes sur le terrain, les femmes du Mali. Nous avons 5 commissions thématiques, à savoir la commission eau, assainissement, éducation, santé, paix, sécurité et autonomisation des femmes et les ODD qui englobent tout. Mais vous savez qu'au Mali, nous sommes en temps de guerre. Donc, nous travaillons surtout sur la paix et la cohésion sociale. Et le ministère de la Réconciliation nous accompagne et à ce titre, ils ont formé 50 femmes du forum qui sont devenues des relais
et qui sont actuellement sur le terrain dans différentes régions du Mali. Donc, nous rencontrons les femmes, les victimes surtout, qui ont été beaucoup affectées et nous les encourageons et nous les passons aux partenaires. Bon, c'est timide maintenant. Ces partenaires essayent de les encadrer psychologiquement et financièrement timidement. Donc, si nous sommes là, c'est pour qu'on vous puissiez nous accompagner, surtout par rapport aux femmes et aux jeunes qui sont les premières victimes. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. On prendra le temps aussi d'échanger nos informations à la fin. Merci de m'avoir donné la parole. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la salle, mais nous sommes là pour soutenir la femme. Merci. Je suis du Mali. Je suis le coordinateur d'une organisation non gouvernementale aussi. Et je vois que Caritas, c'est une organisation internationale qui travaille beaucoup avec les pays du Sud aussi. Et il y a une formation chaque année ou chaque 2 ans où ils sélectionnent les gens partout dans le monde pour une formation à Montréal sur les droits de l'homme. Bon, sur le renforcement des capacités, j'aurais souhaité, je ne sais pas si toutefois, il peut y avoir une collaboration par rapport au renforcement des capacités et d'échange d'expérience avec les braves dames qui sont ici, qui sont en coalition aussi, au niveau du Mali et au niveau du Sahel même. Comment est-ce que renforcer leurs capacités? Comment est-ce que vous pouvez collaborer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans le futur? Et merci au gouvernement canadien qui a organisé ça. J'aimerais que, et généralement, au sein des Nations Unies, c'est tout en anglais. Donc, c'est encore plus facile pour les francophones de s'intégrer et nous sollicitons que ça soit chaque année, qu'il y ait des panels aussi en français pour les francophones. Et merci pour l'accueil. Ça nous touche beaucoup parce qu'on a le Bureau des affaires publiques de la communauté Baha'i a organisé le panel en français en n'étant pas très sûr si ça allait fonctionner ici, ça allait attirer des gens. Donc ça, c'est comme une confirmation que vous nous permettez d'avoir, de dire, OK, cet espace-là en français est important. Merci. Je vais laisser la parole. Mais en fait, juste pour partager, cette année, à la fin d'octobre et novembre, on va avoir les programmes internationaux des droits humains, que ça fait depuis 30 ans, plus de 30 ans qu'on a au Canada pour des défenseurs et défenseuses des droits humains du monde. Donc, je vais vous partager les informations et généralement, on a aussi parfois des formations régionaux. Donc, on a Afrique de l'Ouest et de l'Est. Donc, bon, je vais vous demander vos contacts et peut-être vous mettre aussi en contact avec mes collègues coordinateurs, coordinatrices. Moi, j'avais une question pour les panélistes, mais aussi pour les personnes qui sont ici dans la salle. Euh, Quand on a décidé de faire cet événement et aussi de penser au concept, on s'est dit, quand on participe à des espaces internationaux comme l'ONU, il y a toujours des conversations qui se passent entre les pays, entre les États, et tandis que notre contexte est toujours local. Notre sphère d'influence est souvent soit le foyer, l'école, le travail. Et quand on pense à la transformation sociale pour promouvoir l'égalité des genres, j'aimerais peut-être vous demander qu'est-ce que vous avez vu comme action pratique dans votre travail ou dans votre métier, que vous voyez que ça porte des fruits par rapport à promouvoir cette nouvelle culture à la base d'égalité pour les femmes euh, et l'égalité pour tout le monde à la base. Donc, je vous donne la parole aussi, peut-être pour puiser dans votre expérience et de nous partager des perles. Merci.
And please feel free to speak either in English or in French. Thank you. Thank you for the enriched discussion. And as you know, we are witnessing a critical moment that threat the women and gender rights around the world. So while the progress has been made, but rising far right and growing extremism in everywhere. So my question is how Canada can address the growing influence of far-right anti-gender movement that seek to undermine progress on gender equality and women's rights. Thank you. My name is Kauthar Al-Khouli. I am the Executive Director of Women for Justice Foundation based in Ottawa, Canada. Non, mais Et juste pour traduire en français, c'était une question, je vais traduire un peu sommairement, mais c'est une question autour de comment contrer l'extrémisme ou les backlash qui viennent des mouvements anti-choix puis anti-droit. Comment on fait au Canada pour pouvoir promouvoir l'égalité des genres? Merci. Merci de nous avoir donné la parole. Je suis Antoinette Mbro du Togo. Je suis la coordinatrice de WILDAF Afrique de l'Ouest, un réseau de défense des droits de la femme qui couvre 11 pays de l'Afrique de l'Ouest et a 4 points focaux dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais réagir à la question de savoir qu'est-ce qui a marché jusque-là. Pour moi, à part le combat que nous menons ensemble, par exemple sur les violences basées sur le genre, le mariage forcé des enfants, des mineurs et autres choses, pour moi, ce qui a plus marché avec le WILDAF Afrique de l'Ouest, c'est cette solidarité. Nous sommes partout, dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais nous réalisons après plus de 20 ans d'action que nous avons formé un réseau très fort. Un réseau de femmes qui sont ensemble, qui sont solidaires et qui mènent ensemble ce combat-là. Pour moi, au-delà de ces éléments qu'on peut citer en disant qu'on a réussi, il y a plus cet aspect-là qu'il faut qu'on voit. Parce que nous sommes arrivés à un point de la lutte où il faut être vraiment ensemble pour aller de l'avant. Donc, la solidarité, pour moi, est très importante. Merci. Je suis Mathilde Santanato. Je suis chargée de programme en chef au WILDAF Afrique de l'Ouest. Pour ajouter à ce que la coordinatrice vient de dire, moi, je peux dire que ce qui a marché, c'est la prise de conscience des femmes. Même dans les milieux reculés, les femmes agricultrices, les femmes en petits commerçantes en détail font des plaidoyers, prennent conscience, elles vont devant les décideurs, les chefs traditionnels, tous ceux qui gouvernent les pays pour pouvoir parler en leur propre nom. Elles ont pris conscience qu'elles doivent se lever pour pouvoir défendre leurs droits, pour pouvoir défendre les opportunités qu'on puisse leur donner. Donc voilà ce qui a beaucoup marché, les femmes qui ne pouvaient même pas parler, qui n'avaient même pas connaissance de quoi que ce soit. Maintenant, elles peuvent aller. Nous avons un programme pour les faire participer à des réunions de haut niveau. Normalement, nous devions faire venir certaines femmes à ce CSW, mais les problèmes de passeport et n'ont pas eu le temps, nous n'avons pas eu le temps, mais prochainement, on va les faire venir à ces rencontres pour qu'elles puissent même parler en leur propre nom auprès des décideurs pour se faire entendre. Merci. Pour répondre à ta question, je pense à un de nos partenaires en Tanzanie, Toussaint qui nous a raconté qu'il
les personnes défenseurs des droits humains et les détentrices, détenteurs d'obligations qui ont participé dans des activités d'éducation aux droits humains ou aussi on a abordé les violences sexuelles. Euh, Au début, c'était un peu c'est difficile parce qu'il y avait beaucoup de reproduction des stéréotypes et des mythes sur les violences sexuelles. Mais au fur et à mesure des travailler pour déconstruire ces stéréotypes et parler des causes profondes des violences sexuelles, il y a eu un changement. Mais qui était en niveau plus élevé. Et la chose qui est arrivée, c'est que ces personnes n'étaient pas éduquées sur les stéréotypes, les préjugés autour de la violence sexuelle. Donc, quand ils ont présenté un peu les discours, vraiment, ils reproduisaient toutes les choses qu'on avait travaillées ensemble. Et notre partenaire et nous, on s'est rendu compte que c'était très important avant de s'engager avec les personnes détentrices d'obligations, de faire un renforcement des capacités, en plaidoyer une sensibilisation parce qu'on a vu que les détenteurs d'obligations, que justement, qu'ils avaient travaillé et participé dans les activités d'éducation aux droits humains, leur idée de comment aborder les violences sexuelles ou sur les causes des violences sexuelles, c'était complètement différent. Donc, pour nous, ça, c'était comme une liaison apprise ensemble avec nos partenaires. Et là, c'est comme l'importance d'appuyer les détenteurs, détentrices d'obligations, renforcer leurs capacités pour répondre aux obligations en matière d'égalité des genres, déconstruire, parce que parfois, même s'ils savent leurs obligations, mais ils ont beaucoup de préjugés. Donc, il faut aussi sensibiliser et déconstruire ces préjugés pour qu'elles puissent vraiment répondre à leurs obligations. Donc, je voulais juste raconter cette histoire, liaison apprise. Merci pour la parole. Alors, moi, je me nomme Tako Nyambele. Je suis du Mali également. Je voulais faire un petit témoignage, mais avant, je voudrais féliciter et remercier l'effort de WILDAF parce que au Mali, ils sont beaucoup implantés dans tout ce qui est développement de genre, égalité de sexe. Ils accompagnent beaucoup. Moi, je suis présidente d'un réseau de femmes et nous, on reçoit beaucoup de femmes, mais à la longue, on les envoie au WILDAF pour après les suivis de dossiers de tout ce que Madame vient d'expliquer. Alors, la nature a fait de moi, en fait, une bonne je sais pas, défendante de cause du genre. À la base, c'est parce que j'ai étudié. Mais les réalités du terrain ont fait que actuellement, je suis détentrice d'un master en genre et développement. Ce que j'avais pas étudié du tout. Mais les réalités du terrain et les réalités du pays ont fait de moi vraiment quelqu'un qui, en voyant toutes ces femmes souffrir, toutes ces jeunes femmes, des jeunes filles comme moi, avec qui j'ai grandi, nous, on a eu la chance d'avoir des parents qui ont étudié, qui nous ont envoyés à étudier, mais si tu te dis qu'il y a des autres filles avec qui tu as grandi dans le même quartier qui n'ont pas eu cette chance, franchement, ça a fait de nous, moi et d'autres collègues, à être des battantes et des défenseurs des droits des filles au Mali. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Je voulais aussi euh, faire un check-in avec nos panélistes qui sont en ligne. Si vous voulez partager quelque chose, on vous écoute. D'accord. Merci. J'apprécie beaucoup les perspectives du Mali et de vous écouter. C'est très enrichissant. Et je voulais juste pour bâtir sur la conversation, le concept de l'éducation, ça continue à ressortir. Et dans le contexte du foyer, de la communauté, je vois ça aussi. On a un petit groupe d'enfants qui viennent de contextes différents, de contextes religieux différents.
On se met ensemble à chaque semaine et on parle de toutes sortes de choses, des qualités spirituelles, comme de dire la vérité, de comment être des champions de justice, toutes ces questions-là. Et les enfants, ils viennent de contextes différents. Alors, des fois, il y a des conversations intéressantes entre parents, parce que je pense que même dans un contexte canadien où on est très multiculturel, on a la tendance, des fois, de se garder un peu à part et de dire, ben, je peux seulement avoir des conversations en profondeur avec des personnes qui sont comme moi. Alors, d'avoir le courage et de bâtir la capacité, comme vous parlez de ça à Equitas, vous avez des formations, alors de bâtir notre capacité d'être courageux pour avoir ces conversations ensemble et d'écouter ceux qui vont penser différemment de nous et d'apprendre des façons de bâtir de l'unité et de bâtir de l'écoute. Des fois, c'est comme quelque chose de très simple et des fois, je pense que on est juste un groupe de parents, c'est comme quelque chose de très petit. Mais quand ça se passe partout, il y a un élément de comme beaucoup de gouttes d'eau qui font un océan et beaucoup de gens qui prennent la conscience quand ils sont des enfants. Et pour les jeunes, je pense que ça se passe aussi avec l'éducation, avec les médias et la pensée critique, d'être capable de regarder les médias et de se poser des bonnes questions. La vérité, on trouve ça comment? Comment est-ce qu'on peut évaluer la source de notre information? Alors, j'ai aussi apprécié cette question avec la droite extrême. Comment est-ce qu'on peut bâtir des programmes éducatifs pour aider les enfants à voir la vérité ensemble? Merci Esther. Vicky. Oui, merci. Merci pour l'intervention de ma collègue. Vous m'entendez bien? Je Oui. voulais saluer les collègues qui sont là de l'Afrique de l'Ouest. J'ai eu ce matin justement une conférence de quelques heures avec des collègues qui sont basés sur Kamsar, à une centaine de 200 kilomètres à peu près de Conakry en Guinée, où j'ai des stagiaires actuellement qui sont là. Et nous essayons de réfléchir aux enjeux de ce qui constitue la santé des jeunes filles, notamment à cause de l'estimation de prévalence qui est très élevée en ce qui concerne les mutilations génitales féminines. Et nous essayons de travailler avec l'hôpital de Kamsar pour faire un partenariat avec les écoles primaires, le personnel enseignant, donc dans la perspective de la discussion que nous avons en ce moment sur les transformations des espaces sociaux, c'est d'intégrer en intersection le personnel soignant, le personnel enseignant et surtout l'expertise que nous retrouvons au niveau des associations de femmes qui travaillent beaucoup à sensibiliser les familles au risque d'être ostracisées. Et donc, on le voit encore aujourd'hui en 2025. Et ce matin, on a tenté de regarder comment l'enseignement de la santé menstruelle dans les écoles par le personnel enseignant pouvait aussi intégrer des éléments auprès directement des jeunes de la prévention contre les mutilations génitales féminines. Et dans les écrits scientifiques, et je vais m'arrêter là, il n'y a quasiment rien qui intègre la, la prévention des mutilations génitales féminines dans la sensibilisation à l'éducation menstruelle. Et puis évidemment, pour l'éducation de santé menstruelle, il y a très peu de ressources encore, ne serait-ce que les cuvettes, que l'eau courante, le savon, et nous sommes en 2025 dans des régions qui ne sont pas très loin de Conakry quand on y réfléchit. Alors voilà, je pense qu'on a encore mes collègues du Mali, peut-être ici, du Togo, pourront certainement donner leur avis là-dessus. Et en plus, le contexte de guerre qu'elles ont évoqué, je vous salue là-dessus pour tous les efforts. Merci. Je vais passer le micro à une autre intervenante.
Merci beaucoup pour toutes ces discussions extrêmement riches et complémentaires. Donc, je suis Marie Lebrun, cofondatrice d'une association de jeunes féministes francophones qui s'appelle Génération 5 et je fais également partie d'une organisation non gouvernementale pour les droits de l'enfant au niveau européen. Je me demandais dans le contexte actuel, avec notamment les coupures budgétaires de la solidarité internationale, puisque vous faites partie de plusieurs organisations de la solidarité internationale, comment vous appréhendez le contexte actuel et le risque que les enjeux liés à l'égalité de genre, aux droits des femmes et des filles, à leur autonomisation, se retrouvent au second plan. Moi, je le vois au niveau européen, typiquement avec la nouvelle Commission européenne qui vient d'être nommée il y a quelques mois de ça. Il y avait anciennement une commissaire dédiée pleinement à l'égalité et à présent, elle doit composer avec un triple portefeuille de la gestion de crise, de l'aide, de l'action humanitaire et de l'égalité. Et donc forcément, avec la multiplication des conflits géopolitiques actuels, le risque, c'est que voilà, l'égalité passe au second plan. Et aussi, étant donné que c'est peut-être une deuxième question, mais qui va dans cette contextualisation générale, le fait qu'il y ait dans le monde moins de 1% de l'aide publique au développement euh, qui aille aux organisations féministes, aux organisations pour les droits des femmes, comment faire en sorte, dans ce contexte global de coupure budgétaire, que les financements puissent continuer d'être dirigés vers ces organisations-là. Et je pense notamment aux organisations locales, puisqu'il y a vraiment une forte demande de soutien et de financement en particulier. Donc, je me demandais comment voilà, sécuriser cela avec la difficulté que on traverse toutes et tous. Merci. Bon, je ne sais pas si on a une réponse à ça. Je pense, tu sais, il faut s'organiser collectivement. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'au sein de nos OCI, euh, peut-être c'est mon bias comme conseillère en genre, mais il faut aussi faire du plaidoyer au sein de nos organisations de la société civile parce que oui, il peut y avoir un changement des contextes, mais je pense qu'il faut être cohérent aussi avec nos valeurs et notre mission. Ça ne peut pas juste changer à cause de un changement du gouvernement ou du contexte. Donc, je pense qu'il faut faire beaucoup de plaidoyer à l'interne dans les milieux de la solidarité internationale et aussi entrer les personnes féministes à l'intérieur pour voir, OK, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui sont les tendances, est-ce qu'il y a certains OCI qui sont plus à l'avant-garde, est-ce que, tu sais, peut-être certaines personnes hautes placées de ces OCI pourraient faire un plaidoyer avec d'autres OCI qui peut-être sont pas aussi dans la protection de ça. Donc, je pense que ça, c'est important. Je pense aussi que les plaidoyers au niveau politique, euh, ça va dépendre aussi des contextes puis de l'ouverture, mais identifier des alliés, même, je ne sais pas jusqu'à quel point, à l'intérieur des partis conservateurs aussi, il y a une diversité des personnes. Donc, il y a des personnes qui sont un peu plus progressistes. Donc, je pense aussi identifier un peu s'il y a des portes ouvertes dans les partis conservateurs et bien sûr faire un plaidoyer avec les partis plus progressistes. Puis, responding to my colleague around anti-gender in Canada, I think is the same. I think like organizing, educating about the anti-gender movement. I don't think a lot of people know about that and what implicates, what are the impacts on women's rights and gender equality and human rights and democracy. So I think like educating people, our sectors, bringing that, unpacking what that means, because it's like very abstract. And I think we had a conversation with Emily about some words that can be very complicated for the public. So maybe I don't know, doing better, communicating and educating with simple messages or words. I don't know, Emily, if you want to add a little bit of the discussions that we had or you have any thoughts?
Oui, enfin, on en parlait juste avant cette session. Effectivement, je pense que malheureusement, pour beaucoup de personnes qui sont peut-être pas experts sur la question du genre, le concept, et je l'ai dit dans mon intervention, c'est devenu un concept très vague, et une idée, enfin, avec des associations idéologiques, et je pense qu'il faut déconstruire ça et rentrer vraiment dans le concret. Qu'est-ce que ça veut dire au jour le jour voilà, et on en a parlé ici dans la vie de tous les jours, dans nos relations aux autres, dans tous les espaces dans lesquels on vit pour montrer que c'est quelque chose de concret qui a un vrai impact et qui est très important pour chacun et pour la dignité de chacun, pour la contribution de chacun à la société. Mais je pensais aussi, en écoutant la question, à une session à laquelle j'ai participé ce matin qui était sur le nexus entre genre, conflit et climat. Et je pense que c'est important ça de toujours essayer. Et je pense puisqu'on a justement depuis très longtemps ces approches de gender mainstreaming, on l'a déjà fait jusqu'à un certain point, mais je pense qu'il faut renforcer ça, faire les liens avec d'autres questions qui ont parfois l'attention politique et le lien avec d'autres secteurs qui travaillent sur d'autres thématiques euh, pour créer des partenariats et mettre en lumière en quoi cette question de genre et d'égalité de genre touche à tout. Et je pense que, voilà, je l'ai dit aussi pendant mon intervention, finalement, il faut aussi contribuer à cette compréhension que ces mouvements anti-genre ne sont pas isolés ici à faire quelque chose là, qu'en fait, ce qui se passe, ça a un impact sur nos démocraties, ça a un impact sur notre économie, ça a un impact sur beaucoup d'autres choses et comprendre que ces forces-là sont des forces antidémocratiques et, et, euh, et que cette crise, c'est pas juste une crise des droits des femmes, c'est une crise générale je pense à laquelle nous faisons face. Euh, et c'est en reconnaissant ça qu'on va trouver justement les partenaires pour construire des mouvements et des campagnes euh, des initiatives plus fortes pour faire face à tout ça. Voilà. Je vais donner la dernière parole à Emmanuel. Deux dernières paroles. OK. La avant-dernière parole. Vous m'entendez bien? Bonjour, moi c'est Emmanuel Laja, je travaille pour Humanité et Inclusion. C'est une organisation de solidarité internationale comme mes collègues. Donc ta question était très facile, je voulais le soulever, non c'est pas vrai. C'est une question très difficile, je pense que mes collègues ont quand même bien répondu. Je pense que ça va être comme le mouvement anti-genre s'est organisé, a changé de discours. Nous, on va devoir s'organiser et trouver une façon de faire passer nos messages. Mes collègues l'ont dit, les droits des femmes, c'est des droits humains. Point. Il y a pas, c'est aussi simple que ça. Il va falloir trouver une autre façon et je pense aussi que notre force vient de notre diversité. Euh, Plusieurs collègues du Mali, du Togo, je suis super contente d'ailleurs de voir des collègues d'Afrique de l'Ouest ont parlé des femmes rurales. Je voulais ajouter aussi la voix montante des femmes en situation de handicap. On n'en a pas parlé, mais c'est d'autres voix qui ont des vécus, des expériences vécues. euh, avec plein d'intersections qui peuvent amener justement des solutions et des perspectives riches. Et je pense que c'est en ayant toute la diversité des points de vue des femmes et des gens qu'on va trouver des nouvelles solutions ensemble, tout autour de la table et notamment de différents coins du monde. Je pense qu'ensemble, on sera plus fort et qu'on va trouver une façon d'aller joindre nos discours et de dépolariser. Il faut y croire. Je pense que c'est ça des fois qui nous décourage parce que c'est tellement gros. Mais si on continue d'y croire, je pense qu'on va y arriver tout le monde et tout ensemble. Merci. Merci. Veuillez m'excuser car cette conférence est un moment très intense. Je dois partir pour aller parler à un autre événement.
Je vous remercie pour ces questions. Pour être transformateur, l'espace construit doit être le lieu où les promesses de sécurité sont tenues. I say this because I think about the difference between a built environment and a lived experience within the built environment. And many of our comments today point out essentially the difference between knowing our rights and being able to claim and being able to live our rights. And I think that is really the essence of transformative space. I want to leave you with one very practical example, and it may seem minor, but I have seen it make a difference. And that is within the built space to have a clear articulation in writing, accessible to various ways of accessing that information, and written in clear language, as I mentioned, that is also accessible to younger people. And that public promise, that promise within the space, that statement that has been developed to reflect the values of what is being promised by way of safety and by way of actualization of human beings, is there, and it becomes part of the environment. And it is a way, I think, of subtly but often very effectively reminding everyone, especially those who hold less power in that space, of what the promises are and how they connect to the development of the living of rights. And so please excuse me, but I do have to go, and I appreciate very much this opportunity to be with you. It's a very important topic. Merci beaucoup, sénatrice Marie-Lou McPhedran. On va aussi terminer le panel parce qu'on a un peu dépassé déjà. On voulait remercier infiniment nos panélistes, la communauté internationale Baha'i qui nous a offert ce lieu. On veut aussi remercier notre traductrice simultanée qui a offert ce service en ligne, Oda Gaderian. Merci infiniment. On remercie aussi votre générosité. La générosité de vos partages et de votre présence. On espère qu'on va pouvoir offrir un espace similaire l'an prochain. On voulait aussi vous dire que si vous êtes intéressé, ce soir, il y a une réception pour la communauté qui est offerte par la communauté internationale Baha'i de 6h30 à 8h. C'est une réception dans ces bureaux-ci. Donc, si vous êtes intéressé à venir, vous pouvez venir me partager votre nom et on va pouvoir le communiquer à la sécurité. Je pense que c'est bon. Merci à tout le monde, à nos panélistes en ligne. Merci d'avoir été présents virtuellement ou en personne. À la prochaine.